c'est à moi que revient la tâche à la fois difficile et ingrate de conclure. Difficile parce que tout a été dit, et tout a été dit avec brio. Et là, je suis bien obligée de saluer vraiment la prestation de chacun des intervenants, puisqu'en fait, on se rend compte et on fait la démonstration qu'à partir des quartiers populaires et à partir des immigrations, eh bien, on est parfaitement capable, effectivement, d'avoir à la fois un discours très rigoureux intellectuellement et d'une grande hauteur politique. Donc ça, je pense qu'il faut absolument le souligner. Et donc, c'est un point pour le Printemps des quartiers. Et on peut considérer d'ores et déjà que le Printemps des quartiers de Marseille est une vraie réussite politique. Voilà. En ce qui me concerne, je ne parle jamais de nulle part. Je parle à partir d'une parole parfaitement située, d'une expérience sociale. Et l'expérience sociale à partir de laquelle je m'exprime, c'est l'expérience sociale d'une fille d'immigrés. C'est l'expérience sociale d'une fille d'immigrés issue de l'immigration ouvrière, d'abord, et de l'immigration postcoloniale. Par ailleurs, en plus d'être issue de l'histoire coloniale et de l'immigration, je suis une femme, et en tant que telle, j'ai subi des idéologies d'État spécifiques qui touchent et qui ciblent les femmes de l'immigration, et qui font de nous les instruments d'une politique raciste et sexiste qui fait de nous des espèces de bras droits du système raciste, puisqu'on fait de nous on nous demande de haïr nos frères, on nous demande de haïr nos pères, et c'est en cela que je dis que je parle à partir de cette instrumentalisation que j'ai subie depuis que je suis jeune, depuis que je suis enfant, depuis que j'ai grandi dans la société française, et en tant que telle, c'est à partir de toutes ces dimensions que je prends la parole, et c'est ce qui fait que je me considère aujourd'hui, et que je suis dans les faits, une militante politique, et je l'assume en tant que telle, militante politique contre l'injustice, contre le racisme, contre le colonialisme, contre l'impérialisme. C'est que des contres, mais être contre tout ça, c'est globalement être pour des projets de justice et d'humanité. Et je pense qu'on ne peut pas, si vous voulez, définir le printemps des quartiers. On ne peut pas répondre à la question de qu'est-ce que c'est que le printemps des quartiers si on ne situe pas cette initiative dans son contexte général. Il y a énormément de choses qui ont été dites, donc là, je suis désolée, je vais devoir être redondante, mais simplement, je vais essayer d'être tout simplement un peu rigoureuse et claire, pour simplement situer dans quel contexte nous faisons exister le printemps des quartiers. Alors, il y a 6 éléments de contexte. Le premier, c'est la campagne présidentielle. Comme je l'ai dit, et à partir de l'expérience qui est la mienne, mais qui est l'expérience sociale de la majorité des personnes qui sont là, eh bien, les campagnes présidentielles sont pour nous des moments de forte stigmatisation. Et ce n'est pas que depuis le 11 septembre que les populations des quartiers populaires sont stigmatisées, surtout pendant les campagnes présidentielles. Ce n'est pas depuis le 11 septembre, et ce n'est pas non plus depuis que Le Pen, depuis le 2002 où Le Pen est arrivé au second tour, c'est pas depuis là que nous sommes stigmatisés, c'est depuis un moment historique particulier qui est l'émergence dans le champ politique français, c'est-à-dire en 83, des marcheurs pour l'égalité. C'est à partir de là qu'on s'est aperçu qu'il y avait une classe populaire qui ne ressemblait pas à celle qu'on croyait, qui est une classe populaire qui est issue des immigrations postcoloniales et qui est plus basanée que celle à laquelle avait affaire le champ politique français. Et c'est à partir de là que, globalement, nous avons collectivement été l'objet de campagnes de stigmatisation on a été l'objet d'enjeux politiques dans le champ politique français. Donc la campagne présidentielle, c'est un des éléments de contexte qui fait qu'on a décidé d'agir et d'exister dans le cadre de printemps 2004. Donc je tiens à ce qu'on prenne bien en compte la marche pour l'égalité qui historiquement pour nous, pour les immigrés de la deuxième génération, pour la deuxième génération d'immigrés, est une date absolument importante. Donc cette campagne présidentielle dont on ne peut rien attendre si on est un peu lucide sur nous-mêmes. Donc effectivement, le printemps des quartiers n'a pas vocation à dire pour qui il faut voter, mais a simplement vocation de dire nous devons avoir une existence politique dans ce cadre-là. Et toujours dans le cadre de cette campagne présidentielle, il s'agit pour nous, et Adil l'a dit tout à l'heure, de ne plus nous présenter, ne plus accepter d'être un réservoir de voix, puisque c'est ce qu'on nous invite à être à chaque échéance électorale. On ne nous propose rien de positif, on ne nous dit pas comment on va sortir les quartiers populaires de la crise structurelle dans laquelle ils sont, on nous dit simplement, à l'orée
des élections présidentielles, eh bien, il faut voter le moins pire. Donc, on ne doit pas voter pour nous-mêmes, on ne doit pas voter pour des projets positifs, on doit voter contre le méchant Le Pen, l'UMP, contre le méchant Sarkozy, le Parti Socialiste. Voilà, ça c'est le cadre dans lequel c'est les choix politiques qu'on nous demande de faire, et nous refusons aujourd'hui très catégoriquement d'être et de continuer d'être des simples réservoirs de voix. La France, ça n'est pas le Zimbabwe, la France, ça n'est pas la Tunisie, la France, ça n'est pas le Vietnam. La France fait partie du bloc occidental qui est un pays impérialiste. Bon. Et la France, dans lequel, dans les élections qu'on va affronter, ce sont des élections qui se situent dans un pays impérialiste. Et en l'occurrence, un pays qui intervient militairement en Libye, qui intervient en Côte d'Ivoire, qui intervient en Afghanistan et qui continue, après les 50 ans des indépendances, de poursuivre sa mission civilisatrice en Afrique par le biais de ce qu'on appelle le système de la France-Afrique. Ça c'est une chose, et qui continue de soutenir Israël, mais qui ne se contente pas de soutenir Israël. La France ne fait pas que soutenir Israël. La France a participé à la création de l'État d'Israël. La France a donné l'arme nucléaire à Israël. Et la France continue, et contrairement au mythe, je dis bien au mythe de la politique arabe de la France continue et a toujours soutenu l'État d'Israël jusqu'à maintenant. Donc la France fait partie de ce bloc occidental qui, comme vous le savez tous, et même si ce bloc occidental est disons, globalement en déclin, il n'en reste pas moins que là, actuellement, ce bloc est en train de menacer un pays qui s'appelle l'Iran. Pourquoi ? Parce que ce pays a la prétention, l'arrogance de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Or, c'est précisément ceux qui menacent le monde avec des centaines de têtes nucléaires qui refusent aux petits tyrans d'avoir l'arme nucléaire. Donc là, évidemment, nous sommes tous, et là je suis la première, à dire qu'il faut dénucléariser le monde, mais on ne peut pas se foutre de nous et dire l'Iran n'a pas le droit d'avoir cet arme quand le monde entier, celui qui domine en tout cas, possède 1000 fois la capacité de détruire cette planète. C'est ça que nous disons. Choix 1, dénucléarisation du monde. Si ce n'est pas le cas, on ne voit pas pourquoi l'Iran, comme n'importe quelle autre puissance régionale, n'aurait pas le droit de se doter de l'arme nucléaire, quand on sait que le premier qui menace le monde dans la région, qui menace la région, c'est précisément l'État d'Israël. Le troisième élément de contexte, c'est la crise économique. Une crise économique sans précédent. On ne peut pas ne pas la voir, on ne peut pas ne pas la craindre. On sait tous que la Grèce est en faillite, on sait tous que d'autres pays sont dans le collimateur, et sans doute bientôt la France. Et ce qu'il y a de particulier dans cette crise économique, c'est que les couches moyennes européennes, et françaises en particulier, sont en train d'être dégradées. Alors quand les couches moyennes françaises, qui vivaient, disons, de manière confortable, sont en train d'être dégradées, qu'est-ce que ça signifie du point de vue des quartiers populaires ? Ça signifie que ça va être pire pour nous. Cette crise politique, cette crise économique, nous en serons collectivement, dans les quartiers populaires, les premières victimes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis au centre de la question, de Printemps des quartiers, la question du libéralisme, du néolibéralisme, parce que la question de la crise économique est parfaitement centrale et nous devons la prendre en charge pour réfléchir aux alternatives économiques. J'ai rien à dire de spécial sur les révolutions arabes, rien à dire de spécial, si ce n'est que l'on se doit de soutenir et de respecter les peuples arabes en lutte. Évidemment que ces luttes et que ces révolutions et ces révoltes, ces révolutions arabes, peu importe comment on les appelle, il est évident qu'il y avait un avant et un après. L'avant, c'était des dictatures impitoyables, avant les révolutions arabes. Bien sûr que ces révolutions arabes ne sont pas parfaites. Bien sûr qu'il y a des manipulations de toutes sortes. Bien sûr que l'impérialisme, déjà, essaye de mettre ses billes à droite et à gauche. C'est évident, c'est une évidence. Il n'en reste pas moins qu'il y a un acteur fondamental qui sont les peuples arabes en lutte. Ces peuples arabes en lutte qui font des martyrs tous les jours. Tous les jours, il y a des martyrs. Et ces martyrs, et j'ai rien de spécial à dire sur les révolutions arabes qui ne soient pas partagées par vous tous. Je veux simplement qu'ici, on se rende compte que ces martyrs sont nos martyrs. Que leur sang, il coule pour nous,
pour nos libertés, parce que le système qui est combattu dans les pays arabes, c'est le même système que nous devons combattre en France. C'est le même système, sauf que, par rapport à eux, nous sommes protégés, parce que nous sommes dans une démocratie libérale. Et qu'ils meurent pour nous. J'aimerais juste qu'on s'attarde et qu'on ait bien ça en tête. 2012, c'est l'année, c'est les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie qui ont été un traumatisme pour l'État français. Je ne dis pas du peuple français, je dis de l'État français. Un traumatisme. Bien. Aujourd'hui, on fête les 50 ans et ça n'est pas anodin d'entendre, ici et là, des discours nostalgiques de l'époque coloniale. Ah, qu'est-ce qu'il était bon, le temps des colonies, n'est-ce pas? Le discours de Dakar de Sarkozy n'est pas du tout anodin. Ce discours complètement hallucinant d'un Sarkozy, d'un chef d'État, qui va dire aux Africains qu'ils ne sont pas rentrés dans l'histoire 50 ans après les indépendances. C'est tout simplement affligeant. Mais ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin. Et quelques années plus tard, Sarkozy est allé en Libye. Il a même dit dans un discours, et bientôt l'Algérie. Vous voyez? Ça n'est pas anodin. Et je crois que symboliquement, c'est important de marquer, de se rendre compte qu'effectivement, il y a eu des indépendances, mais que ces indépendances ont été un premier pas vers la libération, mais qu'un seul premier pas. Et les révolutions arabes sont ici pour nous rappeler qu'elles n'ont été qu'un premier pas. Et que nous continuons la décolonisation. Le 6e élément de contexte, et c'est le dernier, ce sont les émeutes de 2005. Nous sommes à 6 ans des émeutes de 2005, et force est de constater ces émeutes qui, pour moi, sont des révoltes parfaitement... Alors je ne dis pas qu'elles sont politiques au sens où elles étaient organisées politiquement, elles sont politiques au sens où elles disaient quelque chose de politique sur la société française, sur le désarroi profond des populations qui vivent dans les quartiers populaires. Eh bien je dis que c'est... Eh bien on le sait, et on l'entend et on l'écoute, ces révoltes des quartiers populaires n'ont laissé aucune trace dans les partis politiques. Qui en parle aujourd'hui? Qui pense qu'elles ont été importantes? Qui pense qu'elles ont été fondamentales? Qui aujourd'hui, au travers d'un parti politique qui a pignon sur rue, qui exprime l'idée que ces révoltes ont un sens et qu'il faut aujourd'hui donner une réponse politique à ce qui a été exprimé il y a 6 ans? Je n'entends pas de réponse qui soit digne de ce nom et qui vienne des grands partis de gouvernement. Et ça, le printemps des quartiers est là pour rappeler effectivement qu'il s'agit pour nous de remettre au centre la question fondamentale des quartiers populaires. Alors, non seulement depuis cette époque, depuis la révolte de 2005, il n'y a pas eu d'avancée positive, mais moi je crois qu'il y a eu une grosse régression. Les jeunes de Villers-le-Bel ont écopé de peines très lourdes. Il y a des crimes policiers. Walid en a parlé tout à l'heure. Alors, Hakim Ajimi, Ali Ziri, Wissem El Yamni, Lamine Dieng et tant d'autres. Des crimes policiers qui restent impunis. Comment peut-on prétendre aujourd'hui être dans une société qui se dit universelle, égalitaire, et qui n'est pas capable de juger ses institutions, qui n'est pas capable de dire que lorsqu'un crime policier est commis, il faut qu'il y ait justice. Des crimes policiers, des peines de prison lourdes. À Marseille, vous êtes bien placé pour le savoir, les règlements de compte dans les rues de Marseille. Ça, c'est l'expression d'un pourrissement de la situation, d'une dégradation des rapports sociaux. Toujours concernant les quartiers, et c'est lié à la question des quartiers, la proposition de loi qui vient d'être votée par le Sénat et qui empêche des mères d'être des assistantes maternelles quand elles portent le voile. Cette trahison de l'esprit de 1905, de la loi de 1905 qui garantit la liberté d'expression et la liberté de conscience à tout à chacun. Aujourd'hui, l'État s'introduit dans la vie privée des musulmans et des musulmanes, n'est-ce pas? Et on n'est pas loin, il y en a qui commencent à faire ce genre de parallèle, on n'est pas loin de ce qui se passait aux États-Unis à une certaine époque. Et tous ces dispositifs légaux qui tendent à empêcher les mères d'accompagner leurs enfants à l'école et qui créent des humiliations par rapport, qui créent des humiliations chez les enfants. C'est-à-dire que les enfants sont les victimes aussi de ces lois liberticides. Et les musulmans dans leur ensemble, et ça depuis la loi de 2004 qui a été la première à intenter à la loi de 1905, qui était une loi que nous on acceptait parfaitement bien, que tout le monde acceptait bien dans son esprit, puisqu'elle disait à l'État
elle commandait à l'État d'être neutre. Et on n'a aucun problème avec l'idée que l'État doit être neutre. Mais en aucun cas, les citoyens de ce pays doivent être neutres. C'est contraire juste précisément à la liberté d'expression, à la liberté de conscience. Et les nouvelles lois qui découlent de 1922, qui ont trahi l'esprit de 1905, sont précisément des lois qui imposent à l'individu d'être neutre. Ce qui est grave. On a le droit d'être musulman, on a le droit d'être athée, on a le droit d'être juif, on a le droit d'être ce qu'on veut, mais on a le droit de l'être. Dans la rue et partout. Et ça, ce sont des attaques extrêmement graves aux libertés. Eh bien, ça, c'était les 6 éléments de contexte. Et le printemps des quartiers a lieu dans ce contexte que je viens de vous décrire. Et tout à l'heure, Mohamed disait la chose suivante, à savoir qu'il fallait donner à la phrase d'Abdelmalek Sayad « exister, c'est exister politiquement » un sens politique, et je le rejoins. On n'arrête pas de le dire. Il faut donner à la phrase d'Abdelmalek Sayad, ce grand sociologue de l'immigration, exister, c'est exister politiquement, il faut lui donner un sens. Et quel est ce sens qu'on peut lui donner? Eh bien, je crois que la réponse n'est pas facile. Et je ne pense pas qu'autour de cette table, il y ait qu'on soit, si vous voulez, suffisamment armés politiquement pour donner un vrai sens politique à cette phrase, parce que c'est un défi trop long, trop grand. Qu'est-ce que ça signifie quand nous n'avons pas de force politique pour peser dans les élections présidentielles précisément et peser dans le débat de manière générale? Quand on n'a pas ce pouvoir de peser, qu'est-ce que ça signifie exister, c'est exister politiquement? Eh bien ça, je pense que c'est aussi un devoir de Printemps des quartiers de répondre à cette question. Eh bien, c'est une vraie question parce que il faut que... C'est une vraie question quand on mesure l'ampleur du défi qui est le nôtre. Et c'est un véritable défi qui est le nôtre. Celui qui est de combattre le système que j'ai décrit tout à l'heure avec les six éléments de contexte. Eh bien moi, ma réponse à moi, qui est une réponse humble, j'espère, c'est qu'il faut tenir les deux bouts. Il faut à la fois, d'une part, être fier d'avoir des utopies et avoir des utopies, avoir des rêves, cultiver ses rêves, avoir l'ambition, effectivement, d'abattre ce système d'oppression, et de l'autre côté, être très humble et raisonnable. Être humble et raisonnable, ça signifie tout simplement appréhender le contexte politique qui est le nôtre, procéder par étapes, et se donner et réfléchir, et tout à l'heure Tariq Ramadan l'a dit, et je le rejoins dans cette perspective, on se doit non pas de réfléchir par rapport aux élections présidentielles, on se doit de réfléchir au moins à moyen terme, et en tout cas sûrement à long terme. On doit se donner les moyens de nous organiser et de résister à long terme. C'est penser, ça n'est pas penser aujourd'hui, mais penser l'après-présidentiel. Ça signifie faire de la politique en dehors des sentiers battus et prouver qu'on est capable, en tout cas dans cette première perspective des présidentielles, de poser nos 3 questions fondamentales. Les 3 questions fondamentales qu'on doit poser et qu'on doit continuer de poser, c'est la question de la crise économique, c'est la question de l'alternative économique. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la question des quartiers populaires. C'est la question du racisme structurel, c'est la question de l'islamophobie, c'est la question de la négrophobie, la question des racismes structurels, des racismes d'État. Ça, c'est la deuxième question que l'on doit poser. La troisième question que l'on doit poser, c'est la question des rapports Nord-Sud. C'est la question fondamentale de la France-Afrique que l'on ne doit pas oublier, parce que souvent, majoritairement, quand on est maghrébin, on oublie l'ensemble du continent africain pour ne se focaliser que sur la Palestine, et c'est un tort. C'est un tort, et je dirais même qu'il y a quelque chose d'immoral à oublier l'Afrique. Le continent africain, c'est des centaines de milliers de morts. L'impérialisme fait des centaines de milliers de morts dans ce qu'on appelle la France-Afrique. On n'a pas le droit de l'oublier. C'est une faute morale et c'est une faute politique. Il y a la France-Afrique et il y a la question, évidemment, éminemment politique, qui est la question palestinienne. Pas parce qu'il y a plus de morts en Palestine, c'est pas vrai. Parce qu'elle est le symbole planétaire des rapports de domination impérialistes. C'est pour ça que la Palestine, elle est fondamentale. Et c'est pour ça que ce que nous, on doit dire, on ne doit pas hésiter à dire, et beaucoup l'ont dit autour de cette table, c'est qu'on ne doit pas avoir honte de notre antisionisme. Et je dirais même qu'on doit avoir honte pour ceux qui ne le sont pas. Et quand il s'agit pour nous de dire qu'on doit
qu'on doit soutenir les résistances, la résistance palestinienne, ça ne signifie pas qu'on soutient, et c'est ça aussi qu'il faut être clair, soutenir la résistance en Palestine, ça n'est en aucun cas soutenir les projets politiques des acteurs de la résistance. Il fut un temps où la résistance palestinienne était incarnée par un certain Georges Habash. Georges Habash, il était communiste et était chrétien palestinien. Il était considéré en Europe comme un terroriste. Eh bien, nous aurions vécu à l'époque de Georges Habash, nous aurions soutenu Georges Habash, pas parce que nous sommes communistes et chrétiens, mais parce que c'est un résistant. Il fut un temps où le terroriste international s'appelait Yasser Arafat. Yasser Arafat qui était un nationaliste arabe. Nous aurions, et nous l'avons fait, soutenu Yasser Arafat, alors qu'il est considéré comme un terroriste, parce que c'est un résistant et pas parce que nous sommes forcément des nationalistes arabes, même si nous avons parfaitement le droit d'être des nationalistes arabes. Et quand il s'agit du Hamas, aujourd'hui, le Hamas est le terroriste avec le Hezbollah, numéro 1, eh bien nous devons de soutenir le Hamas. Pas parce que nous sommes des militants islamistes, et j'ajoute qu'on a parfaitement le droit de l'être, et pas pour ça, d'abord et avant tout, parce que ce sont les résistants du moment. C'est ça, notre discours qui est parfaitement cohérent depuis Georges Habash jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que nous devons dire collectivement, c'est ça que nous ne devons pas avoir peur de dire et d'affirmer pleinement et avec assurance. Et je termine en vous disant, qui à part nous peut dire tout ça? Qui à part nous peut poser ces 3 questions ensemble dans le débat politique français? Sûrement pas le Front National. Qui à part nous peut poser ces questions? Sûrement pas Nicolas Sarkozy. Qui à part nous peut poser ces questions? Sûrement pas François Hollande. Alors qui? Les Irlandais avaient leur réponse. Ils disaient Sinn Féin lorsqu'ils luttaient contre l'Angleterre. Sinn Féin. Qu'est-ce que ça signifie Sinn Féin? Sinn Féin, ça veut dire nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes en capacité de poser et de mettre au centre, comme centralité, ces 3 questions fondamentales. Et si nous-mêmes nous pouvons le faire, c'est pour une raison qui est très simple, c'est que nous ne sommes pas dans une démarche politicienne, comme le sont ceux que je viens de nommer, c'est que nous avons quelque chose de parfaitement précieux que nous sommes les seuls à pouvoir défendre, c'est la dignité humaine. Voilà, je vous remercie.